Jean-Pierre Mas, bonjour. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Tout début janvier, j'ai envie évidemment de vous poser une première question très anecdotique. Où avez-vous passé vos fêtes de fin d'année? C'est extrêmement traditionnel. J'ai passé Noël en famille, dans les Pyrénées, dans une station de sport d'hiver, puis en Galie, avec beaucoup de neige, mais sans remontée mécanique. On s'est adapté à la situation. Jean-Pierre, on va revenir un peu en arrière. Cette année, évidemment, 2020 a été totalement inédite, la pire année de l'histoire, selon le magazine Time. Si vous deviez retenir une image, un instant ou un événement de cette période incroyable, ce serait laquelle ou lequel? L'événement qui m'a le plus marqué, c'est après le premier confinement. Au début du premier confinement, j'étais à l'étranger. Enfin, j'étais exactement à La Réunion, où je rencontrais les agences de voyage de La Réunion. Je suis arrivé à Paris, j'ai vu la place de l'Étoile vide, les Champs-Élysées vides, et devant le Monoprix de l'avenue des Ternes, une file d'attente de 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Et j'ai eu l'impression de revivre des événements que je n'avais jamais vus, ceux des pénuries pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qui m'a le plus frappé, c'était le début tout à fait de la crise. Alors évidemment, c'est le moment de tirer les enseignements de cette année 2020, de faire un inventaire. Quel bilan, Jean-Pierre, faites-vous de cette crise pandémique pour l'ensemble des professions rassemblées sous la bannière des entreprises du voyage? Avez-vous pu chiffrer à ce jour l'impact du Covid sur vos activités? Le chiffrage est extrêmement simple. Sur l'année globale 2020, c'est-à-dire en comptant 2 mois et demi d'activité normale, on aura un chiffre d'affaires qui, en fonction des secteurs, va se situer entre 10 et 30% de l'année 2019. C'est-à-dire une chute extrêmement forte qu'aucun secteur, qu'aucune activité ne peut normalement supporter. Jean-Pierre, l'ensemble des professionnels du tourisme a pu profiter des fameux PGE, ces prêts garantis par l'État. Nombre d'acteurs vont-ils se retrouver, selon vous, dans quelques mois face à un mur de dettes? Et pour dire les choses autrement, une fois que l'État aura retiré sa perfusion, pourra-t-on éviter des vagues de licenciements et de faillites chez vos adhérents? Il y a 2 murs de dette, enfin il y a même plusieurs murs de dette. On a déplacé les tas de sable. Le premier, c'est le mur de dette de l'ordonnance du 25 mars et des avoirs des clients que nous avons pu conserver. Ces avoirs, on a demandé avec insistance qu'ils soient sanctuarisés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas utilisés pour la vie normale de l'entreprise. Les entreprises qui les ont utilisés auront un avenir extrêmement compliqué, très compliqué, parce qu'il faudra soit assurer les voyages, soit les rembourser. Quant au PGE, on a repoussé encore d'1 an le début du remboursement et j'ai envie de dire c'est un mur de dette qui est un petit peu plus mou et qu'on pourra certainement étaler dans le temps, repousser encore un peu, aménager, voire alléger. Jean-Pierre, dans quel état d'esprit, d'après vous, sont aujourd'hui vos adhérents patrons ainsi que leurs salariés? Est-ce qu'ils sont inquiets, en colère, résignés, combatifs ou peut-être un peu de tout ça? Je pense que s'il fallait utiliser un terme, c'est mort de faim. Ils sont morts de faim. Ils n'ont qu'une envie, c'est travailler. Ils vivent sous perfusion, ils vivent en apnée depuis maintenant 9 mois. C'est une situation qui n'est pas possible, qui n'était pas imaginable et qui ne peut pas durer éternellement. Donc ils sont d'une part demandeurs du maintien de la perfusion, mais surtout et essentiellement, ils ont envie de bosser, ils ont envie de revoir des clients, d'avoir une activité normale et d'avoir une rémunération qui soit en rapport avec le travail qu'ils effectuent. Jean-Pierre, chacun essaie de sauver sa peau dans ces temps de crise aiguë. Les liens entre les distributeurs et certains producteurs, comme les compagnies aériennes et les tours opérateurs, se sont-ils distendus dangereusement ou est-ce une simple péripétie? Je fais évidemment allusion au non-remboursement des billets non volés. Dans votre question, il y a 2 sujets, les liens entre les tours opérateurs et les distributeurs et les liens de la profession avec les compagnies aériennes. Tour opérateur, distributeur, je crois que les relations se sont globalement bien passées, à part quelques petites frictions au début de la mise en œuvre de l'ordonnance, elles se sont globalement bien passées. Avec le CETO, nous avons pris soin, nous avons été très attentifs de manière à huiler les rouages et à éviter qu'il y ait des tensions inutiles.
Les liens avec les compagnies aériennes, ça a été un petit peu plus compliqué. Les compagnies aériennes ont utilisé la violence économique. J'ai l'argent, je le garde. Elles n'ont pas respecté la réglementation européenne. C'est en train de se réguler doucement. Air France a donné l'exemple il y a déjà plus de 6 mois. Les autres suivent progressivement. Et puis il reste encore quelques très mauvais élèves qui iront devant les tribunaux et qui seront condamnés à payer et condamnés à indemniser les clients. Parlons maintenant de cette année 2021. On est aujourd'hui dans la crainte d'une 3e vague. Tout le monde espérait aussi que les vaccins soient la solution miracle, mais on se rend compte évidemment que ce sera beaucoup plus long que prévu. Alors sans jouer les Madame Irma, Jean-Pierre, comment et quand envisagez-vous la reprise? Quels sont les scénarios que vous retenez? Et dans ces scénarios, faites-vous la distinction entre loisirs et voyage d'affaires? Bien sûr, la reprise ne s'effectuera pas de la même façon dans les deux cas. Pour tout le monde, je crois qu'il faudra s'habituer à vivre avec le Covid. Et puis petit à petit, ça deviendra un phénomène très marginal. Vivre avec le Covid, pour les voyages, ça voudra certainement dire disposer d'un passeport sanitaire. Vous vous souvenez certainement du carnet de vaccination jaune avec la fièvre jaune et le choléra. Eh bien, on aura un carnet de vaccination ou un carnet sanitaire digital, certainement pas en papier, dans lequel il y aura les tests PCR que nous avons faits, les vaccinations, et en fonction de la durée de vie, de la durée d'efficacité des vaccinations, et on voyagera avec ça. Donc ce ne sera pas une entrave au voyage, ça complexifiera légèrement le voyage. Pour ce qui est l'envie de voyager des Français et des habitants du monde, globalement, reste forte. Il n'y aura pas de repli sur soi. Pour ce qui est du voyage d'affaires, des habitudes ont été prises, télétravail, visioconférence. Comme la crise a duré longtemps, elles vont rester, elles vont s'implanter, et on estime que l'activité voyage d'affaires de 2021 ne sera pas supérieure à 50% de ce qu'elle était en 2019, et que la reprise sera très lente et qu'on ne réatteindra peut-être jamais les niveaux d'avant la crise. Alors Jean-Pierre, vous venez de nous le dire, dans le voyage d'affaires, par exemple, en effet, beaucoup anticipent en 2021 une activité égale à 50% de celle de 2019. La question est à la fois simple et terrible pour les dirigeants d'entreprise. Comment je vais pouvoir m'organiser? Comment je vais poursuivre mon activité alors que mon chiffre d'affaires va baisser de 50% et que l'État va forcément à un moment donné retirer sa perfusion? L'équation est tout sauf simple, évidemment. Quand un chiffre d'affaires baisse de 50%, on réduit ses charges de 50%. En gestion d'entreprise, il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas espérer la perfusion de l'État éternellement. Donc il y aura obligatoirement un peu de casse sociale et on va s'efforcer à ce qu'elle soit au minimum et qu'elle ne laisse pas sur le carreau un nombre important de salariés. Autre inquiétude, Jean-Pierre, et vous l'avez déjà abordé dans cette interview pour cette année 2021, les fameux avoirs dont vous estimez aujourd'hui aux entreprises du voyage la valeur autour du milliard d'euros. Que va-t-il se passer si les clients ne souhaitent pas en profiter, exigent leur remboursement et que l'agence évidemment ne puisse pas les payer? N'y a-t-il pas là le ferment d'une très dangereuse crise de confiance entre les agences de voyage et les consommateurs? La crise de confiance existe déjà et notre mission va être de rétablir cette confiance. Elle existe déjà parce que dans l'esprit du client, il y a une confusion entre les avoirs émis légalement par les agences de voyage et les avoirs imposés illégalement par les compagnies aériennes. Tout ça, c'est bien mélangé, c'est la même chose, et le client a l'impression qu'on lui a fait les poches et qu'on lui a piqué le portefeuille. Donc il faut rétablir cette confiance, c'est ce sur quoi nous travaillons déjà, et ce que nous allons mettre en œuvre dès le début de 2021. Alors Jean-Pierre, on a bien compris que les avoirs étaient l'une de vos priorités en effet pour 2021, leur surveillance en tout cas. Quelles sont vos autres priorités pour cette année qui débute? Aujourd'hui, rétablir la confiance, on le disait, revaloriser l'intermédiation.
qui doit être dans une période où la circulation dans le monde va être compliquée quand même, où on aura des craintes sanitaires. La crainte sanitaire ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc il va falloir revaloriser l'intermédiation qui donne de la sécurité, l'intermédiation qui permet de voyager sans l'angoisse d'être pris en otage. Donc il y a un gros travail de communication dans ce sens-là. Il faut ramener les clients qui ont pris des habitudes digitales extrêmement fortes pendant la crise. Le digital, l'e-commerce a progressé de 10 ans en 9 mois. Donc il faut les ramener vers les sites professionnels, vers les plateformes professionnelles et vers les acteurs physiques du voyage et du tourisme et du voyage de façon générale. C'est un énorme chantier que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train d'anticiper de la même façon et malheureusement, nous anticipons une réponse structurée à une éventuelle troisième vague, à un nouveau reconfinement. Jean-Pierre, quelques mots sur le monde d'après, pour autant que l'expression ne soit pas trop galvaudée, évidemment. Beaucoup disent que la crise a tué le tourisme de masse, que la pandémie va encourager un tourisme plus vertueux. Bref, pour beaucoup, il va de soi que demain ne sera pas comme hier dans le tourisme. Est-ce si évident que cela, Jean-Pierre? François-Xavier, d'abord, je ne crois pas à la formule monde d'après qui succéderait au monde d'avant. En revanche, je suis persuadé que la crise, du fait de sa durée, va modifier un certain nombre d'habitudes. Le tourisme de masse, ce n'est pas un gros mot. Le tourisme de masse, c'est une conquête sociale. C'est le résultat du droit aux vacances. Et le tourisme de masse peut être le tourisme accessible à tous, si c'est ça le tourisme de masse. Il peut être respectueux des cultures et de l'environnement. Ce n'est pas incompatible. Je ne pense pas et je ne souhaite pas très clairement que l'on revienne à un tourisme d'élite, un tourisme taxé, réservé aux riches, à ceux qui en ont les moyens financiers et voire même pour certains les capacités intellectuelles. Ce tourisme-là ne m'intéresse pas. En revanche, il y aura des modifications de comportement, on sera peut-être plus attentif à l'impact de ces voyages sur le réchauffement climatique, on voyagera moins souvent, plus longtemps, avec un voyage peut-être un petit peu plus riche, avec un peu plus de recherche, un peu plus de contenu. Mais je ne pense pas qu'il y ait un monde d'après totalement différent du monde d'avant. À vous écouter, en tout cas Jean-Pierre, aujourd'hui et puis sur les médias depuis près de 10 mois maintenant, on sent en tout cas que cette crise n'a pas entamé, n'a pas épuisé votre optimisme. Non, ni ma détermination, ni mon optimisme. Au contraire, et je pense que je l'ai insufflé à ceux avec lesquels je travaille. Et puis, ce qui m'a également aidé à être optimiste, c'est qu'on a chassé en meute. On a parlé de la même façon, on a parlé ensemble et on avait les mêmes objectifs. Et ça s'est retrouvé dans les relations avec le CETO, mais ça s'est retrouvé également avec des organismes qui se sont créés ou qui préexistaient, comme CDMV, Respire, le tourisme de demain, Helpdesk, avec lesquels on a soutenu les mêmes causes. Et ceci, le fait d'être ensemble, de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de ne pas être toujours affronté à l'adversité, m'a considérablement aidé et nous a considérablement aidé. Ce qui me conduit d'ailleurs à évoquer 2021. Ce que j'aimerais dire à la profession, c'est que d'abord je souhaite pour 2021 une bonne santé personnelle. C'est normal et c'est de plus d'actualité que d'habitude. Mais surtout, je souhaite que vos entreprises respirent, que vos entreprises vivent, que nous sortions de l'infantilisation dans laquelle nos gouvernants nous ont de temps en temps obligés à nous cantonner, que nous redevenions adultes, que nous puissions travailler librement, que nous puissions voyager librement, que nous puissions nous exprimer librement et en un mot, que nous puissions enfin revivre.